10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. C'est un artiste que l'on aime beaucoup, autant vous le faire partager, vous faire découvrir son parcours et le faire parler. C'est notre invité aujourd'hui, Paul Priet. Depuis son chez-soi à Paris, on va le retrouver pour cette interview. Bonjour, bienvenue Paul. Salut, merci de me recevoir. On va parler de ce nouvel album, Panic Pics. Le single que l'on écoute sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, c'est Dust. Tu as une sacrée actualité. Il y a quelques jours, comme cadeau au pied du sapin de Noël, tu avais le droit à faire la première partie de Justice à l'Accor Arena à Paris. Quand on t'annonce que tu vas faire cette première partie, t'es comment ? Alors, c'est un mélange de surexcitation, évidemment aussi d'un peu d'appréhension, de stress, mais je pense que la joie et l'excitation a pris le dessus à ce moment-là. Quand on voit le making-of... Mais il y a un vrai vrai challenge à relever, ouais, c'est sûr que ouais. C'est pas non plus la plus petite salle de Paris, si ce n'est, c'est peut-être la plus grosse même, je pense. Donc ouais, c'était un gros défi, mais... Et quand on voit le making-of... T'es très cool, très tranquille l'après-midi, les répètes, tout ça. On n'a pas l'impression que t'as une chape de plomb sur les épaules. En fait, je crois que le stress, il est à son peak time plusieurs semaines avant. C'est-à-dire que c'est avant que le travail de préparation soit accompli en tout cas moi, que je suis dans un état plus de stress. Et quand on est à quelques heures de la date, finalement, il y a un peu cette fatalité de il n'y a plus rien à préparer, le live est dans 2 heures, donc ça sert à rien de stresser. Et comme j'ai suffisamment travaillé, généralement je suis moins stressé juste avant une date que plusieurs semaines avant. Artiste, musicien, j'ai l'impression que c'est dans ton ADN. T'aurais pas pu faire un autre métier ? Si, j'aurais pu. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu tard. Je vois difficilement ce que je pourrais faire si demain je me réveille en me disant tiens, j'arrête la musique. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça me laisse pas vraiment le choix. Mais pendant longtemps, avant de vouloir faire de la musique, je m'intéressais beaucoup au cinéma. Je voulais faire plus de l'image et du cinéma. Et finalement, c'est la musique qui a gagné. Quand j'ai eu à peu près 15 ans, j'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie. Ouais. Le design, en tout cas, t'aimes beaucoup, notamment le design des années 70. Tu sais pourquoi t'as une affinité dans cet univers-là ? Qui est très beau, d'ailleurs. Merci. Merci pour le design des années 70, surtout. Ouais, que tu utilises un peu, d'ailleurs, dans ta... Ouais, il y a clairement des influences. Ouais. Alors, je pense à un ensemble de choses. C'est marrant parce que j'ai souvent ces discussions avec des amis qui sont aussi passionnés de design de cette époque-là. Et on se demande souvent pourquoi à l'époque on a l'impression que tout était mieux que maintenant. Alors, je sais pas si c'est une vérité. En tout cas, je pense qu'il y a un facteur qui est assez déterminant, c'est que je pense qu'à l'époque les designers étaient obligés de maîtriser à 100% leurs propos et leur art parce qu'il n'y avait pas des milliards de manières, des milliards d'outils comme aujourd'hui pour créer des visuels, de l'image, et qu'on était obligé, un peu comme la musique aussi, on était obligé d'avoir un bagage très de grande qualité pour sortir des choses. Voilà. Donc je sais pas si c'est lié à ça, entre autres. Je dis pas que j'aime pas ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des choses formidables aussi, mais ça a énormément changé, la manière dont on produit les choses. Et il y a aussi, je pense qu'on peut rajouter à ça, le paramètre un peu rétro, c'est-à-dire que j'ai l'impression que naturellement, on a une tendance un peu nostalgique à trouver que qui se faisait à une certaine époque est mieux qu'aujourd'hui, ou en tout cas a un certain charme. D'ailleurs, peut-être que dans 20-30 ans, on regardera le design des années 2020 en disant ouais, c'était incroyable ce qu'ils arrivaient à faire à l'époque. Voilà, mais c'est un peu un mélange de ces deux choses, je pense. Logiquement, on sera là pour le dire. Côté musique, comment la musique est rentrée dans ta vie ? Ça a commencé avec le conservatoire et un instrument que tu n'aimais pas, comme beaucoup de gamins au début ? Alors, c'était pas un instrument que j'aimais pas. C'est certes pas l'instrument que j'ai continué à faire par la suite, mais je faisais de la guitare. J'avais commencé la musique au conservatoire en faisant de la guitare classique.
j'ai adoré et j'adore toujours la guitare. J'en joue beaucoup moins parce que je me concentre beaucoup plus sur le piano depuis maintenant 15-20 ans. Mais non, alors après le conservatoire, c'est sûr qu'en France, il y avait un peu ce côté très rigoureux qui parfois est pas forcément le plus la manière la plus pédagogue d'initier les enfants à la musique. Je me souviens que par exemple, ma première année de musique, elle consistait à faire uniquement de la théorie du solfège et que on autorisait les enfants à jouer d'un instrument qu'après cette première année de formation, ce qui me semble être une absurdité aujourd'hui, parce je pense que la musique, c'est avant tout question de plaisir et d'émotion, et qu'un enfant de 4-5 ans, on va beaucoup plus l'intéresser, le captiver en lui mettant un instrument dans les mains, quoi, en essayant de lui apprendre le solfège. Voilà. En tout cas, ton instrument de prédilection, c'est le piano. Tu t'es retrouvé un peu homme de l'ombre à accompagner Charlotte Gainsbourg, Woodkid, Christine and the Queen. Je sais plus comment l'appeler. Et puis, je t'ai vu là sur ton Insta accompagner au piano au Festival de Cannes Juliette Armanet. C'est un chouette rôle aussi, un peu l'ombre. Là où tu as choisi la lumière aujourd'hui, mais ces aventures, ces expériences, elles construisent. Ah, complètement, ouais. C'est deux choses complètement différentes, comme tu dis, mais ça a été à la fois une grande chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec ces artistes dans ces conditions-là. J'ai évidemment appris énormément de choses, et il y a un confort en effet dans le fait de travailler dans l'ombre, entre guillemets, ou en tout cas de jouer une musique qui n'est pas la sienne. Non pas que c'est quelque chose à prendre à la légère, mais en tout cas c'est moins engageant que d'arriver avec sa propre musique sur le devant d'une scène. Et là, je peux en parler parce que je suis en train de faire l'inverse avec mon projet, et les enjeux sont pas du tout les mêmes. Mais quand bien même, j'ai toujours essayé de mettre le plus grand sérieux dans cette activité, même de musicien de scène pour d'autres artistes. Alors, tu as en tout cas toujours plutôt bossé en groupe pendant une période en duo, et cette fois-ci, tu as choisi d'être solo. Qu'est-ce que ça change ? On doit assumer tout seul ? Eh ben oui, il y a évidemment, comme dans tout contexte, des avantages et des inconvénients. L'avantage, je dirais, c'est qu'on est maître à 100% de ses décisions, et même par rapport à des histoires de planning, d'envie, de direction, on est le seul maître à bord, donc on est libre. En revanche, la contrepartie, c'est que parfois seul, c'est plus difficile de valider des choses, de faire des choix, et c'est quand même sympa aussi parfois de travailler avec quelqu'un d'autre, simplement pour se laisser porter par l'énergie qui ressort d'une collaboration dans un processus créatif ou autre. Mais bon, voilà, on a de toute façon, j'ai pas fait ce projet solo en réponse à quelque chose que je faisais avant qui me plaisait pas. C'était c'est un peu fait naturellement. Et c'est pas dit qu'un jour je me remette à travailler avec d'autres gens. En tout cas là en ce moment c'est cet épisode qui se fait en solo. Alors on adore Dust, qui est un single qu'on entend sur l'antenne. Tu es cité comme un héritier de R de Sébastien Tellier, ce qui est quand même plutôt assez sympa. D'ailleurs je lisais, je suis passé de mon salon à Coachella. Ça peut être parfois psychologiquement lourd. Aujourd'hui, ça y est, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui es en tête d'affiche. Comment tu vis tout ça ? Bien, serein ? Oui, je le vis super bien. Souvent, on me pose un peu cette question de savoir si j'ai voulu faire ça parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui étaient sur le devant de la scène, et du coup, ça m'aurait peut-être donné l'envie de faire la même chose. Et c'est pas vraiment, enfin, c'est même pas du tout le cas. C'est-à-dire que j'ai toujours, en fait, le fait de collaborer avec d'autres gens, ça a été presque plus un accident dans mon parcours, un heureux accident évidemment, mais c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement voulu. Au départ, moi je faisais déjà ma musique il y a 10-15 ans, j'ai commencé déjà à sortir des choses avec d'autres groupes aussi avant, et il se trouve que je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure de musicien de scène avec des artistes renommés, donc ça a été formidable de vivre ça. Et à un moment, en effet, j'ai voulu me concentrer un peu plus sur ma musique, et voilà. Mais évidemment que je me sers de cette expérience aussi dans ce que je fais aujourd'hui.
Et je me rends compte, plus je le fais, que en effet, j'ai beau avoir fait énormément de concerts dans beaucoup de salles de concert dans le monde entier, sur des grosses scènes avec beaucoup de public, se retrouver tout d'un coup sur le devant de la scène, même devant 20 personnes, c'est parfois beaucoup plus stressant que de jouer devant 40 000 personnes en accompagnant quelqu'un d'autre. Paul Prié, notre artiste du jour sur la radio des Français dans le monde, une radio qu'on écoute sur les 5 continents. Il s'avère que je t'ai posé une question avant de commencer cette interview sur ton expérience de vie à l'étranger. Bon, t'as quand même 2 belles expériences, une petite année à Berlin et presque 5 mois sur Los Angeles. D'ailleurs, Los Angeles, ça chauffe en ce moment. On espère que tout va bien se passer. Ouais, on espère aussi. Ouais. Alors, quand on quitte son Paris, où on a vécu toute sa vie et qu'on se retrouve soit aux USA, soit capitale allemande, qui est quand même en plus musicalement importante. Le changement de ville, le changement de bouffe, la nouvelle langue, la nouvelle façon d'échanger avec les gens, ça t'a fait du bien? Ça a été une bonne expérience pour toi, ton parcours? Ah bah alors ça, je dirais que ça dépend vraiment de l'endroit où tu vas. Typiquement, je pense que le choc avec Los Angeles a été beaucoup plus fort qu'avec une ville comme Berlin, parce que finalement Berlin, même si c'est plus grand que Paris, on a quand même des automatismes. Des choses comparables à la vie parisienne. Ça reste une ville à une échelle humaine, on peut sortir dans la rue sans forcément prévoir ce qu'on va faire. Los Angeles, c'était plus compliqué parce que je pense que c'est aux antipodes d'une ville comme Paris en termes de la manière dont la ville est faite. Donc surtout qu'on parle d'une autre époque, en 2009, je me souviens avoir mis au moins 1 mois et demi, 2 mois avant de pouvoir vraiment trouver ma place dans la ville. J'étais complètement largué au début. C'est une ville qui fait 100 km. Immense, j'ai acheté une voiture au bout de 2 jours parce que j'avais pas le choix. Et j'ai un peu le souvenir à passer mon temps dans des embouteillages sur l'autoroute. Surtout qu'à l'époque, il y avait même pas les smartphones. Donc, j'écrivais mes itinéraires sur des post-it que je collais à mon pare-brise. Et, c'était vraiment l'aventure et parfois un peu dur, quoi. Le contraste mais une fois qu'on comprend un petit peu le fonctionnement de la ville et aussi le fonctionnement des Américains, les codes sociaux, qu'on arrive un peu à les comprendre, c'est là que ça peut devenir intéressant. Et évidemment, culturellement, il y a énormément de choses à expérimenter là-bas qui sont super aussi, ouais. Ça te tenterait de vivre à l'étranger dans le futur? À mon âge, je pense que ça a été un fantasme quand j'étais plus jeune. Je vais rassurer les auditeurs parce qu'avec tout ce que t'expliques, toutes les expériences que tu as eues, tu n'as que 37 ans, hein, parce que tu n'as pas 103 ans. Peut-être je devrais pas le dire, mais j'ai 39. Je suis pas non plus un vieux de la vieille, mais je suis plus non plus tout jeune. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'idée d'aller vivre à l'étranger, je l'exclus pas, mais il faudrait que ce soit dans un contexte professionnel, en tout cas avec la garantie d'une activité professionnelle. C'est-à-dire que j'aurais moins de facilité à partir comme j'ai pu le faire à l'époque, en me disant bon, on va voir ce qui se passe en tant qu'expérience. Surtout dans une ville comme Los Angeles aujourd'hui, arriver sans plan précis, je pense qu'on peut facilement se faire avalé par la ville et par ce climat c'est quand même des carrefours des villes dans lesquelles le monde entier vient pour réussir. Ouais. Donc je pense que la concurrence, elle peut être bien plus ingrate que dans des villes européennes comme Paris, par exemple. Il y aura peut-être une place qui va se libérer à Las Vegas. Écoute, j'espère. J'espère que j'aurai une petite résidence à Las Vegas un jour. Voilà, bon, écoute, on a le temps encore avant d'y arriver. Paul Prié, je vous rappelle que l'album s'appelle Panic Pics. Le single qu'on écoute sur la radio des Français dans le monde, c'est Dust. Je te souhaite le meilleur, plein de belles aventures. Il y a pas mal de scènes sur 2025. Voilà, je te souhaite de bien t'amuser et de bien profiter de cette période. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.